Bonjour à tous, bienvenue pour le dernier webinaire de l'année académique 2024-2025, donc webinaire Trax. Ce webinaire sera présenté par Philippe Drominski sur le changement climatique et la résilience du système électrique français. Philippe est directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique et depuis plusieurs années a lancé E4C, Energy for Climate Interdisciplinary Center. Donc il va nous présenter brièvement ce centre avant d'aborder le sujet du séminaire lui-même. Philippe, à toi. Merci d'abord de m'avoir invité à donner ce séminaire. On est vraiment sur, je pense, au cœur des problématiques de Trax. Donc, oui, ça fait maintenant pas mal d'années que je travaille sur ces questions de changement climatique et de transition énergétique, et donc j'ai aujourd'hui proposé de parler du changement climatique et de la résilience du système électrique français. Alors, ces travaux se font effectivement dans le cadre d'un centre que j'ai fondé il y a maintenant 6 ans, qui est une fédération, en fait, je en parlerai, mais qui est une fédération d'une trentaine de laboratoires pour travailler justement sur les enjeux un peu systémiques de la transition énergétique. Et donc là, c'est une synthèse un peu des travaux qui ont été conduits au laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace, en collaboration avec le CIRED et avec de nombreux partenaires, avec de nombreuses entreprises comme RTE, Enedis, EDF, etc., Saint-Gobain, etc. Donc, pour d'abord positionner un petit peu l'enjeu, c'est qu'il faut savoir que à l'échelle mondiale, hein, l'énergie, c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur de la production seule, hein, c'est 35%. Donc, quelque part, traiter la question de l'énergie dans la décarbonation est un levier vraiment essentiel. Alors, lorsqu'on parle ici de production, hein, c'est effectivement tout le processus qui amène donc à partir de la production, on va dire primaire d'énergie, jusqu'à quelque chose qui va donc être utilisé, donc une énergie qui va pouvoir être utilisée, convertie dans d'autres secteurs que la production d'énergie, donc par exemple la mobilité, les bâtiments, l'industrie. Voilà, ça, on va dire, ce sont des secteurs où l'énergie aussi est un vecteur d'émissions très important. Alors, l'horloge tourne, on a dépassé 1,2 degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. A priori, dans moins de 30 ans, dans moins de 10 ans, pardon, on devrait donc dépasser les 1,5 degrés vers 2050, on espère pouvoir rester en dessous des 2 degrés, mais en tout cas, on flirtera avec. Et puis, dans le cas bien sûr le moins positif, eh bien, on dépasserait les 2 degrés. Alors, pour arriver à rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, eh bien, en gros, il faut réduire de 75% le contenu carbone de l'énergie entre 2010 et 2050. Donc, ici, on est en train de parler de 40 ans. 40 ans, c'est pas demain à l'échelle de la planification énergétique et des politiques publiques. C'est aujourd'hui, voire même hier, que donc la transformation doit se faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si un certain nombre de solutions sont disponibles sur étagère, et probablement la transition énergétique est la transition qu'on est capable le plus de formuler, c'est-à-dire on a un narratif, on est capable de dire ce que ça peut être la transition énergétique, même si on est capable de dire, de mobiliser des solutions qui existent, eh bien, je dirais, résoudre l'équation énergétique au regard du défi qui nous est posé, eh bien, nécessite encore beaucoup de recherche et de solutions à trouver. Le deuxième point, c'est que l'énergie, ce n'est pas un domaine ce n'est pas une discipline de recherche, c'est vraiment un défi systémique qui nécessite des savoirs et des compétences multidisciplinaires. Et donc, il faut former à la fois nos étudiants actuels, mais aussi les personnes en place déjà dans les entreprises. Il faut les former à ces enjeux, on va dire systémiques, très multidisciplinaires. Et enfin, l'urgence climatique ne nous permet pas de procrastiner, et une bonne solution trouvée dans les laboratoires de recherche doit le plus rapidement diffuser on va dire, dans le déploiement. Et donc, il faut travailler avec, on va dire, tous les acteurs qui déploient les solutions sur le terrain. Alors, c'est un petit peu pour ça que j'ai fondé Energy for Climate, hein, il y a maintenant 6 ans, comme climatologue en vue de l'urgence climatique. L'idée, c'était de pouvoir voir comment, en travaillant avec d'autres disciplines, eh bien, les sciences de climat pouvaient aussi servir à l'action climatique, en particulier dans le secteur de l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que Energy for Climate? Donc, c'est ça, c'est une fédération en fait
de 26 laboratoires. En fait, c'est 26 laboratoires officiels, mais beaucoup de laboratoires tapent à leur porte et on serait, on va dire, actuellement plutôt 34 laboratoires. Les laboratoires, ce sont des laboratoires qui ont une expertise disciplinaire bien à elles, et puis et que donc ce sont des laboratoires reconnus, donc que ce soit en sciences humaines et sociales, donc sur les, par exemple les enjeux de gestion, que ce soit sur les enjeux économiques, économie du climat, économie de l'énergie, que ce soit sur les enjeux bien évidemment géophysiques, donc toutes les sciences du climat, que ce soit bien évidemment les spécialistes de matériaux pour inventer des solutions bas carbone de demain, que ce soit des mathématiques appliquées pour développer des algorithmes à base de machine learning pour pouvoir rendre les systèmes énergétiques plus intelligents, plus flexibles. Enfin voilà, donc tout ça, ces laboratoires qui composent Energy for Climate apportent, on va dire, ces expertises disciplinaires qui sont essentielles pour justement adresser ces enjeux systémiques. Alors, qu'est-ce que c'est que du coup Energy for Climate? Bah, tout simplement, Energy for Climate élabore des projets, des programmes. C'est un programme de recherche interdisciplinaire qui mobilise l'ensemble de ces disciplines. Le Energy for Climate aussi a développé un programme gradué énergie, donc master doctorat et de la formation professionnelle justement pour, on va dire, euh, euh, accélérer la diffusion des savoirs et permettre, en tout cas favoriser, on va dire, des prises de décision qui soient éclairées par les faits et la science. Et enfin, eh bien, si on veut que les recherches soient déployées le plus rapidement sur le terrain pour pouvoir justement décarboner très rapidement le secteur de l'énergie, eh bien, ça veut dire qu'on travaille en étroite collaboration, que ce soit avec des entreprises, des agences publiques. On accompagne aussi l'incubation d'innovation. Voilà, donc ça a été pour positionner un petit peu le contexte et puis qui va éclairer un petit peu les résultats qui vont suivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait le changement climatique et transition énergétique? Alors ici, effectivement, transition énergétique, ça va beaucoup être d'ailleurs de la transition électrique dont je vais parler, lorsqu'on on pense d'abord à ça, c'est tout d'abord la résilience, tout simplement, des systèmes électriques aux conditions météorologiques extrêmes. Ça, c'est pas nouveau, hein, il y a des extrêmes. On n'a pas attendu que le changement climatique d'origine anthropique je dirais, se fasse ressentir. Les aléas de type tempête, de type canicule, de type sécheresse, de type précipitation intense et inondation ont toujours été donc des aléas mettant donc pouvant générer des dommages sur le système électrique. Tout simplement, ça on l'a vu avec la tempête de 99, hein, où tous les pylônes se sont, on va dire, couchés les uns après les autres. Eh bien, voilà, donc que ce soit aussi lors des inondations, donc avec les inondations de postes sources électriques, de sous-stations. Voilà, le système électrique est comme toute infrastructure, est une infrastructure qui présente des vulnérabilités. Ces vulnérabilités vis-à-vis du changement climatique sont. Mais le deuxième point, c'est que le changement climatique peut impacter la production électrique. Et c'est ça, c'est ce que nous allons voir par la suite, mais également la consommation électrique, ce qu'on appelle la consommation thermosensible. Pour décrire assez rapidement comment on répartit les postes de consommation, il y a ce qu'on appelle la consommation de base, donc un petit peu ce qui consomme de la même façon un petit peu tout le long de l'année. Et puis à côté de ça, on a de la consommation qui, elle, est dépendante aux conditions météo. Le plus simple, hein, c'est tout simplement le chauffage. On se chauffe en hiver, on se chauffe pas en été. Et donc forcément, il y a des surplus de consommation durant l'hiver. Or, le changement climatique va donc affecter aussi cette consommation. Et enfin, on est vraiment sur les enjeux aussi de planification énergétique. Et il est très important, tout simplement, d'imaginer le futur du mix électrique et du mix énergétique dans 30 ans ou 50 ans à l'aune de l'évolution des aléas climatiques que pourrait rencontrer le futur système électrique. Alors, commençons à parler d'abord de changement climatique et de production électrique. Donc, je fais un focus sur le cas français, hein, bien évidemment, mais ça, de nombreuses études couvrent beaucoup d'autres régions du globe. Donc, je dirais qu'on parle beaucoup de décarbonation du système électrique, du mix électrique. Et pour comment dire, de façon assez caricaturale, il est essentiellement composé de renouvelables et donc de centrales nucléaires pour la France, en tout cas ce qu'on appelle des centrales thermiques. Alors, la décarbonation, on a un mix électrique qui est plutôt décarboné en France, mais je dirais que même le réchauffement climatique ne joue pas complètement
en la faveur du mix présent, puisque, eh bien, en France, le changement climatique s'accompagne d'une réduction légère, mais qui reste significatif, donc du vent. Et donc ça, pour différents niveaux de réchauffement climatique globaux, donc en plus à 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, on voit que le productible éolien donc, est susceptible donc de diminuer. Alors cette diminution, elle est significative au regard de ce que coûtent bien sûr les infrastructures éoliennes, puisqu'on est autour de 2-3%, mais cela reste, on va dire, encore gérable. Tous les résultats ici que je montre sont à technologie donc actuelle, et bien évidemment, l'efficacité des systèmes peut amener à revoir bien évidemment ces projections. Pour ce qui est donc ici de la production électrique solaire, donc c'est du photovoltaïque ici dont on parle, eh bien l'effet qui amène à une légère diminution du productible solaire, c'est essentiellement l'élévation de température liée au changement climatique, mais on voit que ici les rendements, faut savoir qu'un panneau solaire photovoltaïque, son rendement diminue avec la température, eh bien ici on voit quand même que l'impact est inférieur au pourcent et donc reste là aussi tout à fait en revanche, des enjeux très forts vont se poser sur tous les systèmes qui dépendent de l'eau, donc que ce soit l'hydroélectricité ou le refroidissement des centrales thermiques. Et bien là, la température de l'eau et les débits sont les conditionnent la production hydroélectrique et la production thermique. Et donc là, on voit que les projections pour des niveaux de réchauffement climatique croissants, eh bien, entraînent une diminution du productible significatif. Là, on est pour ce qui est de l'hydroélectricité à quelques pourcents, et pour la thermoélectricité, on peut atteindre même 15-20%. Alors ici, il faut faire attention, ce dont on parle, c'est à la fois de la production elle-même, mais aussi du fait que certaines capacités installées ne soient pas utilisables pendant ces périodes donc de canicule ou de sécheresse, où à ce moment-là, il y a des obligations d'interrompre les centrales. Donc ici, un mélange des deux. Donc, qu'est-ce que cela nous apprend? Tout d'abord que notre système électrique est vulnérable car il dépend fortement de l'eau, et en particulier dans le sud de la France, on va dire, qui est exposé à un climat méditerranéen. Eh bien, c'est une région du monde clairement où les précipitations moyennes diminuent. Donc, la ressource, de façon générale, la ressource en eau diminue. Et donc, en France, le changement climatique devrait avoir un effet néfaste sur l'hydroélectricité et les centrales thermoélectriques, et un impact alors inégal sur les ressources énergétiques renouvelables à technologie constante. Et donc, cet impact dépend du niveau de réchauffement climatique, et aussi nous invite à repenser un système électrique aussi plus sobre en eau. Alors là, justement, je présente des résultats qui ont été faits entre le LMD et le CIRED, qui ont couplé le modèle de système électrique du CIRED avec le modèle hydrologique Orchidée du PSL pour simuler cette fois-ci la production hydroélectrique. Alors avec tout d'abord dans une configuration dite avec réservoir, donc ce seront les grands barrages hydroélectriques, et qui montrent qu'il y a essentiellement une augmentation de la production hivernale et une diminution de la production printanière, puisque les précipitations seraient plutôt liquides plus que solides en hiver, et une augmentation des précipitations hivernales avec une fonte plus précoce de la neige. Alors, il y a un autre type de production hydroélectrique, et ce qu'on appelle l'hydraulique au fil de l'eau. Donc là, c'est des turbines qui sont tout simplement sur des fleuves. Donc là, on n'est pas sur de la production électrique qui est pilotable, comme le peut être le réservoir, donc les grands barrages, où là, l'opération se fait en fonction de l'électricité, des besoins, bien évidemment, d'eau, que ce soit pour l'irrigation, que ce soit pour la production hydroélectrique, etc. Donc là, il y a un pilotage humain, alors que l'hydroélectrique au fil de l'eau, c'est de l'hydroélectricité dite fatale, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un débit dans le fleuve, eh bien, il y a de la production électrique. Alors en matière de production hydroélectrique au fil de l'eau, on voit qu'il y a une évolution de la production annuelle qui est plus incertaine que pour le barrage, mais avec des changements saisonniers qui sont par contre robustes, c'est-à-dire une diminution d'avril à octobre et une évolution plus variable en hiver. Mais on voit que dans un contexte aussi de mix électrique où la consommation électrique par l'électrification des usages va augmenter, et va en particulier augmenter l'été, eh bien, on voit que ici, on peut se mettre en difficulté en s'appuyant, comment dire, en développant un mix électrique qui soit pas sobre en eau.
Alors ça, je vais maintenant vous parler un petit peu de consommation électrique. Et donc, on va commencer par les deux gros postes de consommation électrique qui sont thermosensibles, c'est le chauffage et la clim. Donc là, dans ce slide ici, on va pas encore parler de mégawatts, de mégawattheures, en fait, production en fait, et de consommation, de consommation électrique. On va d'abord parler de besoins. Les besoins de chauffage et de climatisation, ça se quantifie en ce qu'on appelle degrés jour, c'est-à-dire en fait, on va compter les degrés cumulés sur tous les jours qui sont inférieurs à à une température seuil pour l'hiver, c'est-à-dire là où on va avoir besoin de se chauffer, ou au contraire qui vont excéder une température seuil pour l'été, c'est-à-dire une température à partir de laquelle le confort thermique, enfin le bien-être thermique des êtres humains, eh bien, nécessite du refroidissement. Et donc, ce que l'on a regardé, donc ici, c'est à l'échelle de la France, on a calculé ces degrés jours pondérés par la population, ce qui, en gros, définit non seulement ses besoins de chauffage ou de clim, mais surtout enfin, là où il y a de la population. Et donc, on a fait un certain nombre de simulations en conservant le climat ici à 2010, et puis en laissant, en projetant donc l'évolution de la population à partir des, donc des scénarios INED. Et puis, on a fait aussi, donc on a aussi appliqué pour les deux scénarios RCP 4.5 et 8.5. Donc, on a maintenu la population telle qu'elle est ici autour des années 2010 et projeté donc le besoin de chauffage donc en tenant compte uniquement du changement climatique. Et puis, on a cette fois-ci, c'est la courbe rouge et la courbe verte donc ici épaisse, où on a couplé cette fois-ci pour les deux scénarios climatiques aussi l'évolution de la démographie. Donc, qu'est-ce que l'on retient de ce graphe? C'est que d'abord, l'impact du changement climatique, donc il y a un impact sur la diminution du besoin de chauffage, mais qu'elle est modérée par l'augmentation de la population. Ce que l'on a vu ici, mais que je ne montre pas par des graphes, c'est que les périodes de besoin en chauffage deviennent fragmentées et courtes, c'est-à-dire que, en fait, il peut se passer pendant l'hiver quelques jours où on n'a plus du tout besoin de chauffage. Et ça, c'est pas anodin pour le système électrique puisque ça crée de la variabilité sur la consommation qui est difficile à gérer pour le réseau. Si on regarde la même chose pour les besoins de refroidissement, donc on voit ici que les unités sont pas les mêmes, hein, les besoins de refroidissement sont pour l'instant moins élevés que les besoins de chauffage. Et bien là, on a les deux effets en fait qui se combinent, hein, c'est-à-dire l'augmentation de la population et le réchauffement climatique qui fait qu'on a une augmentation des besoins en climatisation. Alors, on a essayé un petit peu de cartographier cette fois-ci par région qui dominait la tendance? Est-ce que c'était un effet essentiellement population ou est-ce que c'est un effet changement climatique? Donc, ce que l'on voit clairement pour les besoins de chauffage, eh bien, c'est que l'impact du changement climatique est très dominant, sauf dans certains départements à très forte augmentation de population. Donc, quand c'est en vert, c'est l'impact de l'évolution de la population qui domine, et lorsque c'est en violet ici, eh bien, c'est l'impact du changement climatique qui domine. Si on regarde maintenant, au contraire, donc les besoins en froid, bien là, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus ambigu. Hein, en fait, l'impact du changement climatique et de la population sont assez équivalents, là aussi, sauf dans les départements à forte augmentation de population, où les besoins en refroidissement, en climatisation se font très forts. Donc maintenant, on va passer des besoins, d'accord, qui est une variable qui ne dépend pas aucune technologie pour répondre à ce besoin. Hein. Là, en fait, finalement, on définit un besoin énergétique, mais on va maintenant le transformer justement en consommation électrique. Alors, on va d'abord s'intéresser au chauffage, en particulier aux situations euh, d'extrême de chauffage, c'est-à-dire en fait pour faire simple, de situations de grandes vagues de froid. Et donc, on a regardé un petit peu, finalement, dans les différents scénarios en France, comment évoluait la consommation électrique. Donc là, c'est un scénario sur lequel, a priori, on est, c'est la trajectoire, on va dire, pour l'instant, à laquelle on est la plus proche. Eh bien, on regarde ici quelle est l'évolution de la demande électrique pour les situations de grand froid, et puis la consommation donc électrique, cette fois-ci pour, enfin, du quotidien. Voilà, pendant les hivers. Donc, ce que l'on voit, c'est que il y a une diminution complètement marginale des besoins électriques durant les grandes vagues de froid, alors que la consommation électrique moyenne pour les besoins de chauffage diminue. Alors, les petits carrés
qui sont là, en fait, sont là pour traduire, en fait, dans cette diminution, il y a deux parts, en fait. Il y a vraiment la partie juste, on réduit finalement notre consommation électrique, on a moins besoin de se chauffer. Et puis, ce qui rend en particulier le réseau électrique assez vulnérable, il y a aussi des moments où on coupe le besoin de chauffage. Et ça, c'est des situations qui sont un petit peu plus critiques pour le réseau. Et donc là, en fait, c'est la contribution ici sur 10% de réduction de la consommation moyenne. Et bien, en fait, il y en a moins 3% en fait, qui sont associés à de véritables coupures du chauffage. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est à usage énergétique et dispositifs technologiques actuels. Là, il n'y a pas, on ne regarde que l'effet du changement climatique. Il n'y a pas de scénario socio-économique, ni d'évolution de la population, ni d'évolution de l'efficacité des systèmes énergétiques. Par exemple, le fait de passer comment dire, d'un convecteur électrique vers une pompe à chaleur. Donc tout ça ici n'est pas pris en compte. Donc bien évidemment, tout ça pourrait être largement modulé par des scénarios socio-économiques qui iraient avec. Alors maintenant, on s'est intéressé justement à ces situations de froid extrême, et donc on a regardé. Donc ça c'est donc les jours de février, et ce que je vous montre, c'est la consommation électrique de chauffage moyenne pour les mois de février, et ça, ce sont les conditions en 2012. Et ce qui s'est passé en 2012, c'est un des gros événements qu'il y a eu, une très grosse vague de froid qui a mis le réseau électrique en très grande difficulté. Il a fallu mobiliser beaucoup de centrales à charbon, de centrales au gaz. Enfin, voilà, on va dire que c'est un épisode qui a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, on a été regarder finalement ce qu'on appelle l'appel de charge additionnelle, hein, donc qu'on pourrait observer dans le futur face à ces vagues de froid. Donc, en gros, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, je dirais de façon un petit peu contre-intuitive. Alors, contre-intuitive, pas vraiment quand on a quand même commencé à comprendre finalement ce que c'était le graphe du haut. Eh bien, on voit que, alors ça, ce sont les différents scénarios et ça, ce sont les différentes échéances. Eh bien, on voit qu'en fait, ces appels de charge augmentent avec le réchauffement climatique. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça de façon simple? Eh bien, dans un climat plus chaud, on a moins besoin de se chauffer, donc la consommation moyenne diminue, mais les extrêmes de froid peuvent être, alors, sont moins fréquents, mais peuvent être aussi intenses. Et donc ça amène tout simplement à avoir finalement cet appel de charge supplémentaire qui augmente avec le réchauffement climatique et qui pourrait éventuellement mettre un petit peu en difficulté le réseau. Il faut savoir que là, avant de conclure que le réseau sera en difficulté, il va se passer beaucoup de choses. D'abord, ces scénarios-là sont tout à fait pris en compte. Qu'ensuite, il y a des leviers d'amélioration de l'efficacité énergétique qui peuvent naturellement faire baisser cet appel de charge. Et puis, mais ça, en tout cas, ça invite à de la vigilance, en particulier sur les enjeux de flexibilité, c'est-à-dire qu'il faudra garder dans cette situation des capacités pour finalement faire face à des événements qui énergétiquement sont très, on va dire, intenses, mais qui seraient peu fréquents. Et donc se pose la grande question des capacités qu'on doit mettre en réserve pour pouvoir passer ces caps. Avec bien sûr des enjeux économiques, de viabilité économique, bien sûr, de ces réserves qui seraient très peu souvent mobilisées. Alors, c'est pas que de la flexibilité par de la production qu'on doit explorer, c'est aussi de la flexibilité par la demande, l'effacement, voilà, décaler vos machines à laver, réduisez votre consommation. Et c'est aussi via le levier stockage d'énergie. Voilà, bon, après, sans rentrer dans les détails, ça invite aussi à revoir de façon assez drastique, on va dire, toute la question des marchés de l'électricité. Alors après, on s'est intéressé au chauffage, mais on s'est aussi intéressé donc à la clim. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez, qui a l'air compliqué à regarder, mais en fait, il faut regarder donc, on va dire colonne par colonne. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'évolution de la consommation énergétique, donc essentiellement thermosensible, puisqu'ici on ne fait pas de scénario d'évolution de la base, donc on est vraiment que sur la partie thermosensible. Donc qu'est-ce qu'on voit sans grande difficulté, c'est que donc ça c'est à l'échéance 2040 et la 2085, on utilise les climatiseurs déjà installés en 2018 et on voit que même si un certain nombre de climatiseurs sont installés, c'est essentiellement la réduction du chauffage qui va dominer la tendance, l'évolution donc de la consommation électrique. Donc on est sur une diminution de 30 à 40%. Après, on s'est amusé à faire des scénarios un petit peu extrêmes, un petit peu idéalisés, c'est-à-dire que là, on a considéré que tous les ménages équipés de climatiseurs, que dans les régions où il y a des climatiseurs installés, eh bien cette fois-ci, on suppose que 100% de la population de ces régions, eh bien, passe à la clim.
Donc là, on voit déjà que les résultats deviennent plus inquiétants, puisque dans certaines régions, dans le sud de la France, eh bien, on pourrait avoir une inversion de la tendance, c'est-à-dire que la consommation électrique pourrait augmenter du fait de l'augmentation de la clim. Alors, que ce soit dans le sud de la France, est lié aussi au fait qu'il y a déjà des climatiseurs dans cette région-là, et que par conséquent, comme on passe toutes ces régions-là à 100% de taux d'utilisation, c'est aussi normal que ce soit ces régions qui s'allument en premier. Cette troisième colonne, on s'est amusé à se dire, bah, écoutez, voilà, comment imagine-t-on l'adoption des climatiseurs? Bah là, on s'est dit, bah, tiens, on va prendre les climatiseurs installés en 2018 et on va faire une progression géographique en se disant, donc, de proche en proche. C'est-à-dire avec l'idée que, bah, si j'ai mon voisin qui utilise la clim, ah, bah, c'est pas une mauvaise idée, je vais aussi adopter la clim. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on a modélisé cette modélisation, enfin, cette progression de proche en proche, mais là aussi, on voit que dans le sud de la France, eh bien il y aurait donc une inversion en fait vers une augmentation de la consommation énergétique. Et puis bah là, c'est lorsqu'on on mélange les deux, hein, c'est-à-dire que ici, à la fois, on progresse de proche en proche, mais en plus, toute la population se met à utiliser, enfin, il y a un taux d'utilisation qui passe à 100%, et dans ces cas-là, vous voyez que toute la France, on pourrait cette fois-ci massivement augmenter la consommation électrique. Voilà. Donc, la consommation serait modulée par l'évolution du déploiement de systèmes de climatisation avec une possibilité d'une compensation soit partielle ou totale de la diminution de la consommation énergétique liée au chauffage. Voilà. Alors ça nous a permis aussi de dire bah, comment est-ce qu'on pourrait éviter que la consommation électrique augmente face au changement climatique. Eh bien, ce serait en augmentant la température de consigne pour la climatisation. Et donc, on voit que, alors à partir des données de température extérieure, ici, eh bien, on voit que on pourrait complètement supprimer cette évolution à la hausse en augmentant la température de consigne pour la climatisation. Alors toutefois, bon, ça c'était quand même des situations des situations de scénarios de déploiement de la clim comment dire, assez extrêmes. Et donc on s'est intéressé avec le CIRED à regarder un petit peu quelles étaient les dynamiques d'adoption de la climatisation en séparant climatisation fixe et climatisation mobile. Pourquoi? Parce que la climatisation mobile, eh bien, c'est deux fois moins, comment dire, c'est deux fois moins efficace énergétiquement, donc ça consomme deux fois plus d'énergie. Et donc, ce que l'on a essentiellement vu, c'est que la dynamique d'adoption des clim fixes est essentiellement du long terme, c'est du tendanciel, alors que les gens achètent de la clim mobile quand il y a une vague de chaleur. Peut-être qu'en ce moment, beaucoup sont dans les grandes surfaces en train d'acheter des climatiseurs mobiles qui sont pas chers, que on n'a pas besoin que ce soit un installateur qui le mette, mais qui sont, on va dire, quand même énergétiquement plutôt de mauvaise qualité. Donc on a regardé ça et on a vu que donc on a fait de la modélisation, donc on a modélisé les dynamiques d'adoption, et on voit quand même que les climatiseurs fixes ont une dynamique d'adoption beaucoup plus élevée que la dynamique qu'on a pu modéliser avec les climatisations mobiles. Alors quand on projette ça en termes de consommation électrique, si vous voulez, et bien là pour différentes échéances et deux scénarios, donc en bleu c'est le scénario RCP 4.5. Eh bien, voilà ce que donne un petit peu notre modèle. Donc, on voit qu'effectivement, la consommation électrique augmente du fait de l'adoption de la climatisation. Ça, c'est la consommation électrique de chauffage à peu près à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que de toute façon, on n'en est pas encore, on arrive beaucoup plus difficilement au cas extrême dont je vous ai parlé juste avant. Et on voit qu'à 2030, eh bien, nos projections, les projections qu'on a faites, sont plutôt compatibles. Alors, on est un petit peu plus pessimiste que les projections RTE, mais on reste à peu près dans cette gamme de comment dire, de consommation. Voilà, puisque on a une estimation supérieure à RTE hein, dans les futurs énergétiques 2050. Voilà, donc avec pour nous environ 12 TWh par an et environ 14 TWh par an pour les scénarios 4.5 et 8.5, à mettre en parallèle des 55 TWh par an de consommation électrique de chauffage. Voilà. Et donc la consommation est principalement due aux climatisations fixes en 2005. Alors, il faut savoir que la consommation thermosensible, c'est pas que le chauffage et la clim, c'est d'autres usages qui arrivent aussi. Donc, la mobilité électrique, par exemple, est très fortement thermosensible. Ça, on s'est intéressé que à la charge des véhicules électriques, donc les batteries uniquement. Et en gros, eh bien, la plage optimale de fonctionnement d'une batterie, c'est autour de 20 degrés. Mais autour de ça, pour les raisons qui sont mentionnées ici, que je ne vais pas élaborer, mais une batterie vit très mal les températures très chaudes et les températures très froides. Et donc là aussi,
comment dire, la consommation électrique peut varier véritablement entre l'hiver et l'été du fait de ce comportement thermosensible de la batterie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cartographié ici donc le nombre de mois ou de jours où on a une charge optimale de la batterie. Donc, on se retrouve à peu près toujours dans cette gamme de valeurs-là, entre 15 degrés et 25 degrés. Et donc, on voit déjà que dans les régions polaires, c'est très difficile d'avoir ne serait-ce qu'un seul jour de fonctionnement optimal d'une batterie. Et puis, ce que l'on voit, c'est que, alors les océans ici permet de regarder un petit peu ce qui pourrait se passer sur des îles, hein, mais c'est évident qu'on ne va pas encore rouler sur les océans. Mais vous voyez que c'est essentiellement dans les tropiques, autour des tropiques, qu'on va avoir le maximum de jours de fonctionnement électrique optimal pour la batterie. Et ça, c'est une différence entre les années 50 et les années 2000, où on voit déjà la manifestation du réchauffement climatique et on voit que les périodes optimales pour charger sa batterie vont diminuer dans toute la bande tropicale, alors qu'elle aurait plutôt tendance à augmenter légèrement dans les moyennes latitudes. Voilà, donc j'ai quitté le volet consommation pour parler cette fois-ci un petit peu de résilience des infrastructures. Et ici, faut savoir que le système électrique est très sensible à un certain nombre d'aléas, comme les chaleurs extrêmes, les froids extrêmes, les amplitudes thermiques, les précipitations neigeuses, par exemple la neige collante, les crues, les inondations, bien sûr les tempêtes, les feux de forêt. Et donc ici, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais voilà quels sont les, euh, les, euh, les différents éléments du secteur du réseau électrique, ouais, qui sont vulnérables à ces aléas-là. Donc que ce soit les lignes électriques, les transformateurs, les postes électriques, les équipements. Et ça, comment dire, la couleur ici représente d'une sensibilité faible à une sensibilité forte. Donc, ce que l'on a fait dans un travail avec Enedis, c'est qu'on a regardé tout simplement entre le nord et le sud, parce que le nord et le sud, c'est pas exactement la même chose en France, eh bien, quelles étaient finalement les tendances en matière de vulnérabilité, donc de potentiel impact sur le réseau électrique. Et donc, on voit que en matière de vagues de froid, on est plutôt, alors attendez, là je commence à me perdre, parce qu'il devait y avoir vagues de chaud et vagues de froid. Donc les vagues de chaud, c'est en augmentation, et vagues de froid, c'est en diminution. Je ne vous apprends rien là-dessus. Pour ce qui est de la neige collante, clairement, on n'a aucune tendance fiable, enfin aucune tendance significative. Donc les risques n'évoluent pas en matière de neige collante, hein, qui peut se déposer sur les câbles électriques et les faire casser. Pour ce qui est des crues, là aussi, pour l'instant, on n'a pas trouvé donc de signal, en tout cas significatif fort. Et pour ce qui est, alors non, mais voilà, je pense qu'en fait, il y a un petit décalage de mes slides, je suis désolé. Et le dernier, c'est les incendies. Et là, donc, dans le Nord, on n'a pas trouvé de publication, pour le coup, qui regardait la vulnérabilité, enfin, plutôt enfin oui, le risque que les incendies de forêt peuvent provoquer sur le réseau électrique. Mais par contre, la tendance est très claire dans le sud. Donc c'est essentiellement les canicules et les sécheresses, hein, qui présentent des aléas le plus fort pour le réseau électrique. Alors à côté de ça, il y a un autre aspect qui est l'élévation du niveau de la mer. En particulier, on a beaucoup d'infrastructures énergétiques le long des côtes, que ce soit donc des infrastructures, donc des centrales thermoélectriques qui ont besoin d'eau pour se refroidir, mais ça peut être aussi parce que le bord de mer est souvent propice à de l'éolien, etc. Donc l'installation d'autres infrastructures, et donc il est très important de prendre en compte aussi le risque associé donc à ce type d'événement, donc de submersion. Voilà, donc il est crucial d'anticiper les changements environnementaux et climatiques dans la conception, la surveillance et la maintenance des installations énergétiques, du fait en plus de leur longue durée de vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper dès maintenant. Avec une vigilance assez importante, c'est bien évidemment, et là, dans la communauté climat, on est bien conscient qu'on sous-échantillonne une partie des extrêmes par les approches de modélisation qu'on a, et justement, des gros travaux sont en cours dans notre communauté pour essayer de modéliser ce qu'on appelle des événements à très faible probabilité d'occurrence, mais à très fort impact. Voilà, donc ça, c'est d'ailleurs un petit exemple qui a été fait par Freddy Boucher avant qu'il n'arrive d'ailleurs au LMD, mais on va dire que c'est au LMD, et donc qui travaille sur la modélisation de ces extrêmes à très faible probabilité d'occurrence. Donc ici, il a modélisé donc les situations de très alors forte ou faible demande, et puis les situations où au contraire on aurait une très faible production renouvelable, donc c'est très forte demande, très faible production renouvelable, nous met dans une situation très compliquée dans ce qu'on appelle la gestion de la charge résiduelle. Voilà, il a regardé donc des événements
donc avec des temps de retour de 100 ans. Donc on a vraiment le besoin d'aller regarder quand même des temps de retour beaucoup plus longs pour essayer de voir dans quelle mesure tous nos systèmes électriques sont résilients à ce genre d'événements. C'est le dernier slide avant ma conclusion. Ce que l'on a développé dans le cadre d'Energy for Climate, c'est un système couplé énergie-climat qui, pour particularité surtout, de prendre très bien en considération toute la variabilité spatiale et temporelle des énergies renouvelables, et donc qui permet tout simplement d'élaborer donc un mix électrique optimal à partir des données de production électrique et puis des données de consommation électrique en associant bien sûr, en s'assurant de la modélisation du caractère thermosensible de la consommation électrique. Et donc ce modèle qui permet donc de faire de l'optimisation, enfin d'élaborer un mix électrique fonctionne quand même au pas alors horaire, enfin ce sont les données climatiques, je veux dire disponibles qui sont, on va dire, le frein, et qui peut fonctionner à n'importe quel échantillonnage temporel. Donc ici, c'est typiquement de l'horaire. Et donc, c'est un modèle qui, pour définir le mix électrique, finalement, fait le mix qui permet de minimiser ce qu'on appelle le coût total système. D'accord? Voilà, c'est le système électrique. Et puis, tout en assurant ce qu'on appelle l'adéquatie, donc l'équilibre offre-demande, on va dire, à chaque instant. Donc, ici, ce que je montre, c'est pour différents niveaux de réchauffement climatique, c'est tout simplement ce qu'on appelle le coût de l'impréparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut considérer que le système électrique, on le prend tel qu'il est, et puis on le fait pas évoluer, puis on regarde quel est l'impact du changement climatique dessus. Voilà. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le coût de donc la non-adaptation. Voilà. Et là, l'adaptation parfaite, c'est se projeter donc en 2050 ou enfin pour ces différents niveaux de réchauffement, et puis donc déterminer quel est le mix électrique optimal. Donc le coût ici, et après, donc, comme je vous dis que le coût, le système électrique optimal, en fait, c'est un système électrique qui minimise le coût total du système. Et donc, en fait, ici, vous avez le coût total du système qui serait non adapté au réchauffement climatique. En bleu, le coût total du système qui serait parfaitement adapté au réchauffement climatique. Et donc, en orange, c'est le coût de l'impréparation, c'est le fait de ne rien faire. Donc ce que l'on voit, c'est d'abord qu'il y a quand même un coût d'impréparation, hein, il y a toujours un peu d'orange, mais ce que l'on voit d'abord, donc là excusez-moi, je finis, on a deux scénarios de consommation, un scénario sobre, donc qui nous vient de la stratégie française pour l'énergie et le climat, et un scénario moins sobre qui nous vient donc des futurs énergétiques 2050 d'RTE. Donc ici, les ordonnées n'ont pas du tout les mêmes échelles. Et donc ce que l'on voit, c'est que d'abord, il n'y a pas d'impact négatif du changement climatique, essentiellement lié au fait qu'on aura besoin de moins de chauffage, mais par contre, on a un très fort impact du scénario de demande énergétique, avec un facteur 5 ici entre le scénario de consommation modérée et celle donc sobre. Donc ça, c'est le premier résultat, mais là, je vais vous montrer ça, ces premiers histogrammes, ces premières barres, c'était lorsqu'on couplait véritablement le scénario socio-économique avec le scénario climatique. Maintenant, c'est un autre exercice qu'on a fait, qui est souvent l'exercice le plus fréquent fait dans les études de prospective, c'est de séparer le changement climatique du scénario socio-économique. Et regardez, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. On n'a plus du tout cette tendance à la baisse liée au réchauffement climatique. On a une surestimation des coûts de l'impréparation. Et donc, ça montre qu'il est très important dans les études de prospective de coupler ces effets du changement climatique et de la demande énergétique, sinon on peut arriver à des résultats erronés. Alors voilà, quels sont les trois messages à emporter? Tout d'abord, il est important d'adapter le système énergétique pour répondre à la demande croissante en électricité. Donc d'une part, en améliorant, donc avec l'amélioration de l'efficacité des systèmes énergétiques ou le remplacement du type de système de refroidissement particulier pour les systèmes dépendants de l'eau et de sources de carburant pour réduire la vulnérabilité des centrales aux contraintes hydriques. Contribution des technologies de production d'électricité non dépendantes de l'eau, donc essentiellement éolien, photovoltaïque, marin, ou voilà, qui sont moins affectés par le réchauffement climatique. Le deuxième message, c'est qu'il est important d'évaluer l'impact du changement climatique sur l'opération du système électrique, en particulier au pic de demande. Et ça, j'ai pas élaboré bien sûr, mais la structure de coûts de production en intégrant d'autres secteurs de consommation thermosensible comme la mobilité électrique, mais aussi les data centers, donc ce qu'on est d'ailleurs en train de faire actuellement. Et puis, il est important de travailler sur l'évaluation des risques extrêmes à très faible probabilité d'occurrence pour mieux prévoir et anticiper la résilience du réseau en termes de sécurité des infrastructures et de la gestion de l'équilibre offre-demande. Voilà, et avec ça, si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai écrit un livre qui raconte essentiellement tout ce que je viens de vous raconter avec de belles illustrations
et un registre voilà, pour du public plutôt large. Voilà, et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation très large. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc voilà, j'ouvre la possibilité aux questions. Et je vois une question de Laurent Terré. Bonjour Philippe, merci pour ta présentation. J'ai deux questions. La première, c'est sur ton passage sur les vagues de froid. J'ai besoin d'une explication un peu supplémentaire parce que, bon, il y a beaucoup de papiers qui ont montré que la variance de la température en hiver aux moyennes latitudes allait diminuer, hein, pour faire simple, en raison de l'amplification polaire, en gros. Alors après, il y a beaucoup de questions encore qui restent incertaines sur les fluctuations du jet et le fait qu'on va avoir, voilà, un jet plus wavy, comme on dit, ou pas. Mais il y a quand même des études théoriques et modes de modélisation qui montrent que la variance des températures en hiver va diminuer fortement. Donc ça va un petit peu. Voilà, donc j'ai besoin d'un peu plus d'explications sur voilà, pourquoi est-ce qu'on s'attend à des événements, disons, même en relatif, qui seraient plus forts dans le futur. Et la deuxième question, c'est plutôt sur le réseau. Il y a deux types de réseaux, hein. Il y a le réseau principal et le réseau de distribution. Est-ce que vous avez regardé déjà, et on sait que la plupart des sources renouvelables sont en fait sur le réseau de distribution et qu'il y a des convertisseurs, est-ce qu'on a commencé à regarder la sensibilité de tous des matériaux utilisés pour faire tout ça avec le réchauffement et les autres types d'impacts climatiques qu'on peut avoir au cours du siècle? Voilà, merci. Merci, non, merci beaucoup, Laurent. La première, en fait, je suis tout à fait d'accord. Il y a une chose que je n'ai pas montrée, c'est la fréquence de ces épisodes très froids. Et en fait, ils sont en diminution. Donc, la variance, effectivement, diminue. Mais par contre, dans les simulations qu'on a regardées, en tout cas, donc on avait pris le 98e ou 95e quantile de la période actuelle et on a gardé ce seuil pour projeter ce qu'on appelle les extrêmes de froid dans le futur. Et donc, effectivement, ça diminue et la fréquence diminue. Et c'est ce qui fait aussi c'est ce qui est aussi un sujet de vulnérabilité pour le réseau. C'est-à-dire que ces épisodes de froid aussi intenses pourraient continuer à survenir, mais beaucoup moins souvent. Et du coup, on doit mobiliser des réserves capacitaires sur des événements qui deviennent très peu fréquents et qui nécessitent beaucoup de puissance. Et donc ça, c'est une difficulté. Donc il n'y a pas de contradiction avec ce que tu dis. La fréquence de ces événements diminue fortement du fait de la réduction de la variance. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, alors nous, en tout cas dans le modèle qu'on fait, il n'y a pas de séparation distribution-transport. Hein. Donc voilà. Mais en revanche, ce que tu dis est très juste. Alors, on sait intégrer le renouvelable dans le réseau. Ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a déjà tous les dispositifs, d'onduleurs, etc. Les questions qui peuvent se poser, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'îlotage. Donc là, par contre, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que pour éviter que le réseau saute, on va îloter donc un quartier, un village, etc., pour qu'il puisse rester, on va dire, en autonomie pour rester en autonomie sur cette production locale. D'ailleurs, c'est pas seulement pour préserver le réseau pour éviter qu'il saute, mais même s'il saute, pour pouvoir passer en mode dégradé, mais en mode îloté. Et là, pour le coup, il y a des enjeux, on va dire, techniques, technologiques de gestion un réseau purement à origine renouvelable qui devient critique, puisque là, on a des problèmes essentiellement de stabilité, donc d'inertie du réseau. Donc, quand on est sur le réseau global, il n'y a pas de problème, on a de l'inertie par le nucléaire, etc. Mais quand ça se coupe, là, on a un problème enfin, il y a des problèmes assez compliqués pour maintenir des réseaux îlotés à base uniquement de renouvelables du fait de cette absence d'inertie. Alors, on a une deuxième question. Alors, il y avait Nelson. Bonjour Philippe, merci pour tes travaux. Ta présentation, j'avais deux questions. La première sur la fin, tu as parlé de mix électrique optimal qui prenait en compte la vulnérabilité ou en tout cas la sensibilité météorologique de la demande et la vulnérabilité de la production et en gros, si je comprends bien, l'intensité de la demande résiduelle à combler globalement et qui évaluait ce que ça représentait en termes de coûts. Je voulais savoir si dans ce travail, tu inclus aussi, en fait, dans vos modèles, vous incluez aussi la capacité de transport de l'électricité dans le réseau. Ah d'accord, réponse est très Non, claire. non, c'est un problème, c'est un modèle qui, à la granularité où on a décidé de ne pas représenter le réseau, qui serait une couche complexité très forte par rapport à ce qu'on veut faire. Mais c'est possible, je veux dire, on y réfléchit vraiment. Alors tant qu'on est sur du renouvelable, il n'y a pas d'enjeu très fort.
Mais si on veut localiser pour le coup tout le reste du mix électrique, donc les centrales, etc., voire même, alors on est capable de régionaliser la consommation, tout à fait, mais pour l'instant on n'a pas intégré le réseau, vraiment les flux d'électrons entre les différentes mailles du modèle. Très bien. Et ma deuxième question, plus courte, je voulais savoir si, d'une part, vous vous intéressez à des territoires autres que la France hexagonale, et d'autre part, si vos outils peuvent être appliqués à des territoires encore plus lointains, notamment dans les pays en développement. Alors, ce modèle a déjà été largement utilisé en dehors de nos frontières. Il a été utilisé pour l'Italie, pour regarder le mix italien. On l'a, l'université des Baléares l'a du coup complètement pris en charge et l'a appliqué donc au cas espagnol. On a regardé plusieurs choses avec. D'ailleurs, on a regardé. En fait, ce sont les Espagnols hein, qui l'opéraient, mais avec eux, on a regardé donc les effets de justement de la granularité spatiale de la résolution du modèle électrique sur le mix électrique. Et on a regardé, on a aussi ajouté, on a essayé de mettre un coût environnemental adossé au coût système, un coût environnemental de l'installation des dispositifs renouvelables pour voir si le fait d'ajouter un coût environnemental modifiait le mix électrique et ça le modifie sérieusement. Et puis, on l'a aussi déployé au Maroc. Il y a eu une thèse aussi sur le Maroc avec ce modèle-là. Donc, en fait, il est très facile à installer. C'est essentiellement c'est le modèle de demande, en fait, qui est le plus compliqué à obtenir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données pour pouvoir essentiellement calibrer un modèle de demande. Mais sinon, il est très facile à déployer n'importe où dans le monde. Hmm. D'accord. J'ai Alors, d'autres questions, mais je te contacterai ultérieurement. Merci beaucoup. Ça marche? oui, je vois une question de Elliot Chaudot qui te demande de préciser ce que tu voulais dire sur les marchés de l'électricité et l'adaptation des marchés de l'électricité. Oula, alors ça c'est pour l'instant le marché, c'est pas facile. On a en gros un marché court terme, un marché spot sur lequel en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour une demande, on va faire ce qu'on appelle l'ordre de mérite, c'est-à-dire qu'on va commencer par déployer des renouvelables parce que ça coûte rien, parce que c'est le coût marginal. Donc, un coût marginal, utiliser la production renouvelable ne coûte rien, donc on va commencer par mobiliser. Ensuite, on va mobiliser le nucléaire, l'hydraulique, le gaz et le charbon. Et en fait, c'est le coût du dernier appelé qui va fixer le prix de l'électricité. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand on dit que l'électricité est indexée au gaz, il n'est pas du tout indexé au gaz. C'est qu'en Europe, bah, la dernière centrale appelée, c'est toujours une centrale au gaz et que c'est la centrale au gaz qui fixe le prix. Et ça, c'est un vrai problème parce que bah, plus il y a de renouvelables, moins ça, du coup, plus les prix baissent. Et donc, on a un problème de rentabilité comment dire, des capacités de production pilotables pour ajuster l'équilibre offre-demande. On a un premier problème, c'est-à-dire que tel qu'il est fait, il est pas tel que ce marché est fait, il n'est pas là pour rémunérer le service pilotable. Ça, c'est un premier point. Et après, il y a du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis un marché des capacités où là, on va rémunérer des capacités, c'est-à-dire des infrastructures de production pour ne rien faire, entre guillemets, mais pour être là au moment où on doit passer des pics. Voilà. Et là, en ce moment, on est en surcapacité. Donc, on a largement plus de capacité que de demande à fournir. Et donc, même chose, le marché des capacités actuellement n'est pas du tout rentable. Donc, on a un problème de marché qui, pour l'instant, n'est pas adapté aux besoins de flexibilité du futur mix électrique. Et donc, il y a de gros travaux qui sont d'ailleurs en cours hein, pour essayer de voir quelles seraient les meilleures structures de coûts et de marché à mettre en place. Je vois Gilles, ensuite Manon, Camille, et puis en ligne, on avait Denis et Romain. Donc ça fait pas mal de questions. Gilles, vas-y. Merci Philippe, c'était très intéressant. Au tout début, tu as dit qu'il y avait 23 labos, dont des labos de SHS, mais quand tu fais des projections régionales, c'est des projections climatiques, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas les populations vulnérables euh, problèmes énergétiques. Est-ce que ça, vous envisagez de le faire? Parce que c'est quand même assez important, je pense. Alors, on ne le fait pas dans le modèle, mais par contre, on travaille en étroite collaboration avec nos collègues en particulier Centre de recherche en gestion et du Centre de recherche en économie statistique, qui travaillent véritablement sur ces questions on va dire, de double peine entre changement climatique et vulnérabilité énergétique des populations. Mais on le traite pas explicitement dans le modèle, par contre. Mais on pourrait travailler d'ailleurs un petit peu là-dessus aussi. Mais en tout cas, on a toutes les forces. Et le sujet est traité. Ça, il est abordé de façon explicite dans le centre Energy Programme. Ok, merci.
Merci. Alors, je vais prendre une question de Denis Bonnel. Donc les centrales thermiques, en particulier nucléaires, donc, ont été présentées comme étant très sensibles à l'hydrologie, mais il y en a quand même qu'on construit, même me semble-t-il, de plus en plus en bord de mer, donc a priori qui sont moins sensibles. Donc est-ce qu'il y a des possibilités de couper l'optimisation si on fait varier à la fois le pourcentage de centrales en bord de mer, mais il faut aussi renforcer le réseau électrique. Donc est-ce que cette optimisation est possible? Ou bien est-ce que les coûts de renforcement du réseau sont prohibitifs et c'est pas la peine d'y penser? Et dernier point, en quoi ça peut être modulé aussi par le fait que l'apport du photovoltaïque, quand il y a un temps très, très estival, peut partiellement pallier les baisses de production nucléaire. Alors, beaucoup de questions. Déjà, la deuxième, nous, comme il n'y a pas de réseau dans notre modèle, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne travaille pas sur ces sujets-là, mais en tout cas, dans le modèle, comme il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de structure de coût du réseau. Donc là-dessus, il n'y a pas de, on n'intègre pas le coût du renforcement du réseau dans le modèle. Le premier point, c'était bien évidemment, oui, les centrales nucléaires ne sont pas qu'au bord des rivières, c'est clair. Donc il y a les aspects bord de mer. Donc ça, c'est effectivement une façon de traiter une forme de vulnérabilité qui peut en présenter d'autres autour des questions de submersion marine. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on traite la question aussi de la vulnérabilité des infrastructures énergétiques de bord de mer. Donc ça, c'est un point. Après, il y a aussi des questions d'efficacité des systèmes de refroidissement. Donc il y a quand même maintenant des solutions qui sont moins gourmandes en eau. Mais si on veut aller sur le pas gourmand en eau, là on rentre dans quelque chose qui est à la fois en termes d'empreinte spatiale et de coût assez prohibitif parce que l'air n'est pas un très bon, fluide qu'à l'eau porte. Donc voilà. Et la troisième question sur le solaire et le nucléaire. Alors donc c'est sûr que en fait on peut même surproduire pendant l'été. En tout cas pour l'instant on n'a pas une consommation. L'électrification des usages est encore un peu atone en France. Donc ça pose une difficulté, c'est qu'effectivement on peut avoir un surplus photovoltaïque assez important. D'ailleurs c'est souvent là qu'on commence à exporter notre énergie et notre électricité, dont l'électricité nucléaire, puisque comme je vous dis on appelle d'abord le renouvelable. Donc, on va d'abord utiliser le PV et donc on exporte de temps en temps notre électricité nucléaire justement à des coûts très très faibles, puisque s'il y a beaucoup de renouvelables, le prix de l'électricité chute et donc on exporte à très bas coût. Donc, pour l'instant, on est dans un moment de transition où, à la fois, pour que tout ça vienne beaucoup plus viable, il faut qu'on augmente la consommation électrique. Et donc, ça va se faire avec l'électrification de certains usages. Et d'un autre côté, qu'on puisse mieux exploiter l'électricité nucléaire en utilisant le PV pour d'autres usages au moment de sa surproduction, comme par exemple, on peut évoquer la production d'hydrogène vert, on peut tout simplement évoquer de façon encore plus, je dirais, probablement encore plus efficace, la production de chaleur. On n'est pas obligé de repasser de la chaleur à l'électricité. On peut tout simplement produire de la chaleur via de l'électricité. Donc il y a un certain nombre d'options de flexibilité qui sont encore à un niveau comment dire d'opérationnalité qui est encore limité, ce qu'on appelle technology readiness level. Donc il y a un certain nombre d'options qui sont regardées pour justement voir comment ces excédents particuliers d'été face au photovoltaïque peuvent être utilisés. Après, oui, voilà, l'électrification des usages va amener de la production, de la consommation qui aussi va contribuer à réduire ces situations un petit peu compliquées avec un surplus photovoltaïque et du coup de l'export d'électricité nucléaire. Alors peut-être en lien, enfin, un versant différent, c'est la question de Romain Georges qui est en ligne, qui dit si on surchauffe, est-ce qu'on n'aura pas des équipements qui ont besoin d'évacuer de la chaleur qui vont flancher et d'assister à des défaillances de masse dans la demande, en fait, qui pourraient déstabiliser le réseau. Est-ce que ça, c'est pris en Alors, compte? je suis pas sûr d'avoir bien compris la problématique de chaleur. Bon, bonjour, si je c'est- peux préciser peut-être les équipements qu'on utilise. Alors moi, je suis à la direction de l'immobilier de l'État, hein. On a plein d'équipements qui, pour fonctionner, nécessitent d'évacuer de la chaleur. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus on augmente la température, plus ils ont des difficultés à évacuer cette chaleur. Et donc, on a des pertes de rendement. Et au bout d'un moment, on arrive juste à une interruption du service rendu. Et typiquement, les clims, c'est le cas. Et donc, quand on voit que Météo France prévoit des pointes à 47, 48, voire même, c'est pas impossible qu'on ait du 50 d'ici 2050, ce à quoi on risque d'assister, c'est à pléthore d'appareils qui ne vont plus fonctionner et donc des chutes assez brusques de la consommation énergétique associée. Est-ce que ça, c'est Non, mais identifié chez vous? alors là, nous, on l'identifie pas en tant que modélisation, hein, mais par contre, Mhm. oui, c'est identifié dans les réflexions. Encore une fois, dans le Centre Energy for Climate, il y a beaucoup
Donc on a des économies, donc on travaille sur des sujets qui sont aussi de temps en temps moins quantitatifs et plus qualitatifs. Et ça, cette question, elle est très importante, mais elle est aussi très importante. Elle se pose par exemple sur les nouvelles technologies, les technologies plus sobres de refroidissement des centrales nucléaires. Il était évoqué parce qu'on peut aussi réchauffer par l'air, refroidir par l'air. Mais là, c'est exactement ce que vous évoquez. C'est-à-dire que, c'est d'abord faire du refroidissement par air, c'est quelque chose qui est extrêmement, comment dire, coûteux en espace et en plus, par des pointes à 50 degrés, on n'est plus capable de refroidir. Hein. Donc, la question de la vulnérabilité des systèmes électriques, et il y a beaucoup Schneider Electric travaille par exemple sur l'évolution des composants pour qu'ils puissent résister aussi à des températures plus élevées, etc. Il y a toute une adaptation des matériaux et des matériels pour résister à des températures plus chaudes. Mais donc là, ouais, la remarque est très pertinente. Alors, on a 2 questions encore et ensuite on arrêtera. Donc une question de Manon et ensuite Camille. Peut-être vous pouvez donner chacune votre question pour que Philippe réponde d'un seul coup après. Oui, merci Methal, merci Philippe pour cette présentation. Tout ce qui a été dit, ça m'a rappelé ce qui s'est passé en Espagne récemment, le Apagón. Et du coup, ça me fait me questionner sur est-ce que là, avec le travail que vous avez fait, vous êtes capable d'estimer l'impact carbone que la relance de tous ces systèmes qui s'étaient tous arrêtés a eu en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Enfin, oui, enfin, là en l'occurrence, on n'a pas forcément tout le mix électrique propre, mais on pourrait même le refaire tout simplement à partir des données de production qui sont disponibles sur Internet. Donc, à partir du mix, on peut tout à fait, comment dire, calculer l'empreinte carbone de la reprise. Mais je dirais même que ça, on doit même pouvoir y avoir accès. Il y a un site qui donne en temps réel le mix électrique, donc les émissions carbone du mix électrique de chaque pays européen. Et je pense même qu'on doit pouvoir remonter comment dire, aux données de ce moment-là pour le voir, quoi. Enfin, et je pense que ça a été mesuré. Merci. Camille, à toi. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, moi, je suis stagiaire en Norvège et on s'intéresse aux événements composés climatiques qui impactent les énergies renouvelables. Et je me demandais si c'était quelque chose que vous pensiez explorer à ce niveau-là, c'est-à-dire des aléas climatiques qui impacteraient à la fois la production au niveau des énergies renouvelables et aussi la demande en termes d'électricité. Oui, bien sûr. On regarde ça même de près, hein, typiquement vague de froid et zéro vent. Ça, c'est un gros sujet pour le renouvelable. C'est un gros sujet d'ailleurs pour le renouvelable parce qu'on peut plus compter que sur l'éolien parce que ce sont des événements hivernaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil de toute façon aux heures de pointe, de consommation de pointe. Et donc, c'est clair que, en gros, la production renouvelable, pour faire super simple, c'est que de l'éolien. Alors après, faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres sources de production quand même. Mais ça, ce sont des gros enjeux. Donc là, nous, on regarde ces situations compound. Donc effectivement, très fort froid et très peu de vent. Mais après, il y en a d'autres qui peuvent arriver, en particulier sur les questions de consommation, sur les questions là aussi qu'on peut avoir autour des canicules, donc qui peut jouer beaucoup sur ces enjeux de consommation, de confort thermique. Mais oui, enfin, ce sont des sujets qu'on regarde pour l'instant. On essaye vraiment, comme on veut travailler beaucoup sur ces enjeux de flexibilité, l'aléa, on va dire majeur, c'est-à-dire ce qui met vraiment en difficulté, c'est très peu de vent et très grand froid. Merci beaucoup Philippe et merci beaucoup à tous pour vos questions. Les webinaires de Trax vont prendre quelques vacances, tout comme vous, j'espère, et nous nous retrouverons à la rentrée le 19 septembre pour un webinaire sur les modèles climatiques, comment les améliorer par Aurore Voldoir du CNRM. Et donc, il sera question d'améliorer les données qui sont en entrée de tout ce que Philippe a dit, je pense. Voilà, donc restons en contact et merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.